Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Africa Chic sur Médian TV Afrique. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la capitale sénégalaise Dakar qui se distingue chaque année par un grand événement qui est la Dakar Fashion Week. Aujourd'hui, il sera justement question de parler de cet événement créé il y a 17 ans pour révéler les grands talents africains et s'en suivra également un reportage que nous allons vous proposer avant de faire un entretien avec la styliste nigérienne Aliya Baré qui s'est installée ici à Dakar. Un reportage que je vous propose de suivre tout de suite. C'était en juin dernier, le lancement du premier défilé de la 17e Dakar Fashion Week. Et c'est la créatrice Adama Paris qui a ouvert le bal avec une collection consacrant le style militaire au féminin, un hommage aux tirailleurs sénégalais. Lancée en 2003, la Dakar Fashion Week est désormais un événement phare pour les designers et les amoureux de la mode africaine. Mais si aujourd'hui la mode africaine a le vent en poupe sur la scène internationale, au moment du lancement de la toute première Dakar Fashion Week, l'engouement était loin d'être le même. Je pense qu'il y a un vivier encore très frais, on ne suit pas les cahiers de tendance comme en Europe où toute la saison tout le monde fait du gris parce que c'est les cahiers de tendance. Ici c'est quand même assez instinctif, c'est assez libre la création et du coup je pense que certains créateurs ou certaines maisons de couture se penchent vers l'Afrique pour avoir cette fraîcheur et tout ça combiné fait qu'en 17 ans on a une évolution énorme et une visibilité de plus en plus grande. La Dakar Fashion Week a pour ambition de propulser les jeunes stylistes sénégalais et africains sur la scène internationale. Parmi eux, deux Ivoiriennes, Simone et Élise. Elles se sont lancées dans la mode il y a 2 ans. Elles participent pour la première fois à la Dakar Fashion Week où elles ont présenté une collection orange et noire, symbole du feu et de la royauté, ornée de peintures sur tissu pour rendre hommage à la femme africaine. Le credo de ces deux amis d'enfance, marquer au fer l'identité africaine. On a eu souvent l'habitude de porter des habits occidentaux. Pourtant, nous aussi, on a des merveilleux talents, on a plein de richesses que les Occidentaux prennent aussi pour faire des produits. Donc on a toutes ces richesses-là, donc pourquoi pas les utiliser nous-mêmes, en ajoutant aussi notre touche de modernité. L'originalité et la liberté de création de la mode africaine suscitent aujourd'hui un intérêt dans le monde entier. Au cours de cette dernière décennie, on a vu apparaître des références au continent dans les collections haute couture sur les podiums les plus prestigieux d'Europe et d'Amérique du Nord. Je pense totalement qu'il y a une réelle évolution au niveau de la mode africaine, que la mode africaine est vue différemment aujourd'hui dans le monde entier et qu'aujourd'hui l'Afrique représente vraiment le cœur de l'industrie de la mode et donc on est en plein boom. Une autre innovation permet aujourd'hui aux créateurs de mieux vivre de leur art, l'avènement d'Internet et du e-commerce. En dehors de l'engouement européen ou de l'engouement africain, il y a Internet qui a changé la donne. Internet a changé la donne pour nous tous. On est capable d'être de Kolda ou de Bujumburi et de vendre une robe à New York avec Instagram, avec les réseaux sociaux, avec les sites Internet, le e-commerce qui est très difficile en Afrique, mais c'est capable. Alors qu'avant on était enclavé, on n'avait pas accès à des boutiques, ni de Galeries Lafayette, ni de choses comme ça. Maintenant, chaque créateur potentiellement a sa propre boutique avec juste en postant sur Instagram. Donc ça a changé beaucoup la chose. Cette année, la Dakar Fashion Week a présenté le travail d'une trentaine de créateurs venant de 14 pays d'Afrique, des États-Unis et de la France. Tous réunis autour de la problématique de la promotion de la mode africaine. Alors, la promotion de la mode africaine, une question qui revient tout le temps et comme je vous le disais, nous sommes avec Aliya Baré, styliste nigérienne basée ici à Dakar. Et c'est pour parler de la répercussion justement de ces Fashion Week sur les créateurs africains. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci à vous. Voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez assisté à plusieurs Fashion Week, notamment celle de Dakar. Vous avez vu cet événement prendre de l'ampleur du début à nos jours. Quelle appréciation en faites-vous? J'ai un regard très positif donc, par rapport à toutes ces dernières années. Bon, c'est vrai que ma carrière n'est pas si longue que ça. J'ai démarré donc, assez tardivement, donc ça fait 5 ans que j'ai créé ma marque. Et donc, mais c'est vrai que mon premier défilé était à Paris, donc avec Adama Paris justement pendant la Black Fashion Week. Et ensuite la Dakar Fashion Week. Et on va dire que ça a été ma chance, mais également après ça a été un handicap dans la mesure où je considère avoir
très bien démarré justement dans une Fashion Week qui était très très pro. Et par la suite, lorsque j'ai commencé à aller dans d'autres pays de la sous-région, là, comme on va dire, c'est là le problème malheureusement, c'est qu'il n'y a pas d'harmonisation entre les différents pays, entre les différentes Fashion Week. C'est-à-dire que vraiment, le label Fashion Week n'est pas forcément gage de qualité. À Dakar, on a cette chance où justement Adama Paris a su mettre vraiment un bon input et elle a professionnalisé le secteur, mais il y a d'autres endroits où c'est un peu moins, pro justement, et une personne qui n'est pas avertie, qui n'est pas du milieu ou qui démarre, peut souvent se retrouver dans des Fashion Weeks où le niveau ne sera pas forcément à la hauteur des attentes. Et justement, ce genre d'événement, qu'est-ce qu'il peut apporter à un jeune créateur africain? Alors, tout d'abord de la visibilité, parce que lorsqu'on sort d'école et qu'on a beau être talentueux, c'est pas forcément la personne la plus talentueuse qui va se faire connaître, qui va se faire voir. On est souvent un peu perdu parce qu'on voit la mode, souvent les créateurs sont dans leur côté créatif, donc de faire leurs vêtements. Mais après, comment faire voir, comment partager cet esprit, cet environnement, cette créativité? Donc pour démarrer, la meilleure option, et c'est toujours le cas, c'est vraiment d'aller dans ces Fashion Week où là on va à la rencontre donc des journalistes, des personnes, donc du grand public, mais également d'autres créateurs. Et justement, souvent, il y a d'autres organisateurs d'événements. Donc, le moyen le plus rapide dans un premier temps pour se faire connaître, c'est lors de ces Fashion Week. Ça, il n'y a pas photo. Au démarrage, c'est toujours la manière la plus simple. Et on a aussi remarqué que de plus en plus, les grandes maisons de couture occidentales s'intéressent à la haute couture africaine. Tout à fait. Bon, ça fait des années qu'ils ont toujours un regard posé avec des inspirations plus ou moins subtiles. Mais c'est vrai que là, maintenant, depuis 2-3 saisons, ils ne s'en cachent plus. Il y a même des collaborations, celles qu'on a vues récemment en Côte d'Ivoire, donc avec Patéo et Christian Dior. Donc vraiment, là, pour le coup, il y a vraiment des synergies qui se créent. Mais on fait très attention parce que justement, il y a des shortcuts. Par exemple, le wax en lui-même n'est pas africain. Moi, je m'évertue à dire, c'est nous qui l'avons rendu africain. C'est notre esprit, c'est notre âme et c'est la capacité de la femme et de l'homme. On l'a africanisé, entre guillemets. On l'a complètement africanisé et c'est ça. Moi, par exemple, quand je traite le wax, je ne le traite pas comme un tissu africain, je le traite comme n'importe quel autre tissu avec des caractéristiques propres à lui-même, mais c'est les couleurs. C'est notre capacité à nous d'allier des couleurs, des contrastes et surtout même lorsqu'on voit ça sur une peau noire, c'est la femme et l'homme africain qui rendent le tissu magique. Donc les grandes maisons de couture peuvent toujours s'inspirer avec en plus des moyens beaucoup plus importants que nous, parce que c'est là où il y a une préoccupation, c'est que c'est David contre Goliath. Lorsqu'il s'accapare certaines identités ou certains codes couleurs, parce que c'est bien ça, c'est pas un tissu, c'est des codes de couleurs, des codes d'habillement. Mais à cela, ils rajoutent leur puissance industrielle, leur savoir-faire et leurs moyens économiques. C'est difficile après pour nous de suivre. Mais bon, l'avantage, c'est que nous, justement, c'est aussi le fait de faire des petites quantités, le fait d'être habitué au quotidien à se débrouiller, à faire avec ce qu'on a, font qu'on s'adapte et on trouvera toujours un moyen de créer quelque chose. Ils continueront à s'inspirer des créateurs africains et les créateurs africains, on continuera à créer. Et justement, comme vous le dites, par rapport à ces difficultés que vous rencontrez et au fait que vous vous débrouillez entre autres, on le sait, l'Afrique a de nombreuses ressources et de nombreux talents, mais les stylistes font face à de nombreux obstacles qui demeurent toujours dans leur quotidien et surtout qui les empêchent de vivre de leur art. Tout à fait. Alors là, c'est vraiment un problème structurel à plusieurs niveaux. Vraiment à plusieurs niveaux, il y a un problème d'abord de moyens. Donc souvent, il n'y a pas on ne prête pas aux créateurs. Justement, on a cette image et souvent, c'est pas on vient pas avec des business plans en béton pour dire aux banquiers, venez nous prêter l'argent. Donc souvent, il y a ce manque d'accompagnement, même par rapport aux moyens politiques. Donc c'est récemment que plusieurs organismes commencent à se pencher au secteur, alors que c'est un secteur qui représente beaucoup d'emplois. Il faut voir, moi j'aime bien rigoler, je dis souvent,
Quand vous voyez une robe sortir, il y a 10 personnes qui sont déjà passées dans le process de la création de ce vêtement-là. C'est toute une chaîne. C'est toute une chaîne et une chaîne valorisée. Parce que quand vous achetez un vêtement, par exemple chez Zara ou autre, l'ouvrier qui est pris dans cette usine, il ne fait que la même chose. Il n'apprend rien, il n'y a pas d'évolution. Alors que chez nous, il y a vraiment une évolution de A à Z et il y a une valorisation du métier, du savoir. Et les personnes ont quand même accès à certaines choses. Moi, quand un tailleur rentre chez moi, il y a un apprentissage, il évolue, on lui apprend à travailler d'autres matières, à sortir de cet environnement et de voir les possibilités de combinaison. Moi, comme je dis, ma spécialité, c'est la fusion. Donc j'aime bien, par exemple, travailler de la soie, faire de la peinture sur tissu, des choses que j'ai observées justement en Asie pendant tous mes séjours. Et j'aime bien les réapproprier ici. Donc ce sont des personnes aussi qui transposent des choses auxquelles ils n'auraient pas forcément pensé. Donc ça ouvre les horizons. Justement, par rapport à cette ouverture d'horizon dont vous parlez dans le reportage, Adama Paris elle-même l'a dit, l'avènement d'Internet, des réseaux sociaux ont facilité la commercialisation des tenues des stylistes africains. Vous êtes d'avis ? Oui, tout à fait. Déjà, il y a une visibilité, une vitrine sur le monde. Où certains créateurs ont vraiment complètement su le faire, comme par exemple Tongoro, donc de Sarah Diouf, qui elle a une boutique complètement digitale. Elle n'a pas de boutique concrète, tout est vendu online. Et la visibilité qu'elle a eue, c'est vraiment à travers ces médias-là. Et même nous, en fait, ça nous pousse à évoluer. Moi, j'avais démarré sur le sur-mesure, maintenant je me consacre au prêt-à-porter de manière à justement pouvoir exporter. Donc même des grosses entreprises comme DHL se penchent sur nous pour développer justement l'exportation, pour qu'on puisse envoyer à nos clients. Parce qu'avant, une personne à Paris qui veut une tenue de nous, là, le transport coûterait plus cher que la tenue elle-même. Et maintenant, il y a des efforts qui sont faits, donc il y a tout cela qui s'ouvre. Et vraiment, je pense que ça va contribuer, ça nous donne les moyens d'aller plus loin, de produire plus et d'accéder à un potentiel sans fin de clients. Merci Alia Barry. Merci à vous. Ce fut un plaisir de vous avoir reçu dans Africa Chic, sur Médian TV Afrique. Alors, c'est la fin de cette émission, de cet entretien, je peux le dire, avec Alia Barry, qui, je le rappelle, est styliste nigérienne basée ici à Dakar. Rendez-vous dans un autre numéro d'Africa Chic, toujours sur Médian TV Afrique.